Que ça s'appelait déjà? L'histoire avec les quatre travailleurs qui s'étaient retrouvés coincés dans une sorte de tunnel à pétrole, pipeline, voilà, le pipeline. Vous vous rappelez de cette histoire? Aujourd'hui, on a trouvé une nouvelle histoire qui a l'air plutôt pas mal, c'est le calvaire de John Jones. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Écoutez, on va découvrir ça maintenant. Je vais juste lire ici la description. Le 24 novembre 2009, 11 explorateurs s'aventurent dans la grotte de Nutipoti. John Edward Jones, avec son frère Josh, choisissent de prendre un chemin différent. Et John pénètre tête la première dans un étroit boyau, puis se bloque après l'avoir emprunté dans ce cul-de-sac de 45 cm de large et 25 cm de haut. Je vous raconte la fin tragique de John dans cette vidéo qui peut servir à sensibiliser sur les dangers de s'aventurer dans une grotte. Waouh. Quelle horreur, les mecs dans la pipeline. Il n'y a eu qu'un survivant, je crois. Ouais, un seul survivant. Un seul survivant seulement. Écoutez, on va regarder ça. On va regarder ça, ça a l'air... attendez, 45 cm de large et 25 cm de haut. Oh là là. Ok, let's go. La mort bouleversante de John Jones a marqué les esprits, en particulier le mien. Voici décrit sa terrible fin au fond des entrailles de la terre, où il repose désormais en paix. John arrive à l'aéroport de Salt Lake City le 23 novembre 2009, accompagné de sa femme Emily et de sa fille. Emily... Ah ok, donc il y a un film sur Netflix. The Last Descent, ok. Est enceinte d'un deuxième enfant. Le couple... Si j'aime bien l'histoire, j'irai regarder le film. J'irai regarder le film, si j'aime bien l'histoire. Il y a un film dernièrement, là, sur Netflix, que j'ai regardé, c'était une histoire vraie, bah, c'est le dernier truc que j'ai regardé, c'était... Le cercle de neige ou quelque chose comme ça. Vous savez, l'avion qui s'était écrasé. L'avion qui s'était écrasé en plein milieu d'une montagne enneigée. C'était le cercle de neige ou quelque chose comme ça. Le film était pas mal. Hein. Pour ceux qui ont vu le film, franchement, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai vraiment apprécié. S'aiment et l'avenir semble tout tracé. Ce film banger, ouais, c'est un banger. Nous sommes à la veille de Thanksgiving et Josh... Exactement, avec les joueurs de rugby, exactement. Je sais pas si c'est le cercle de neige ou sous la neige ou... Bon, je sais pas. Retrouvez-moi le titre, les gars, s'il vous plaît. Le frère de John vient les récupérer à la descente d'avion pour les emmener dans la maison familiale où ils fêteront la célébration comme chaque année. Sportifs aguerris et passionnés de spéléologie, les deux frères ont déjà une grande expérience des grottes. Josh parle à son frère de la célèbre grotte de Nutipoti. John n'y est jamais allé. Celle-ci, explorée pour la première fois en 1960, est réputée dangereuse. Fort de 5000 visites par an de spéléologues amateurs pour la plupart, déjà 6 sauvetages spectaculaires ont été entrepris pour secourir des personnes restées coincées dans des passages sinueux et difficiles d'accès. La grotte est si dangereuse que les autorités décident d'en interdire l'accès en 2006. Même avec tout ce qui a été mis en place pour guider les gens dans une bonne préparation, entrer dans la grotte peut toujours être dangereux. Les dangers incluent la chute dans des fosses, l'écrasement par des chutes de pierre, la noyade et l'hypothermie. Et puis, il y a la possibilité de se perdre et de mourir rapidement d'hypothermie ou de mourir lentement de faim. Mais pour les personnes formées à la grotte... Mais... Pourquoi y aller? Pourquoi? Ça sert à quoi? Je comprends pas, ok. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez, ça peut paraître insensé, ce genre de choses, mais je comprends ces personnes. Je comprends, je sais que ça peut... En fait, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que les gens faisaient du saut en parachute extrême, pourquoi est-ce que les gens faisaient de l'escalade sans s'accrocher, escalader des buildings sans protection, s'aventurer dans des lieux comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'une vie basique. Et je les comprends tout à fait. Parce que c'est mon cas. Je veux pas d'une vie basique. On est tous différents et je ne voudrais jamais d'une vie... Je regarde en bas de chez moi les gens qui font du 9h-17h chaque jour, les gens qui se contentent simplement d'être là, de faire un passage sur Terre et s'en aller. Je veux pas de cette vie-là. Moi, j'ai envie de réaliser des choses. Et tu vois, c'est parce que j'ai pris conscience de ça en faisant une introspection sur moi que je peux comprendre ce type de personnes. Eh bien, il y a certaines personnes qui veulent encore un autre degré. Des choses insensées. Ressentir des sensations extrêmes.
Elles sont dopées à ça. Elles ne veulent pas d'une vie basique. Elles préféraient mourir en escaladant un grand mont ou je ne sais quoi plutôt que de vivre normalement. Et je les comprends tout à fait. Parce que moi, à moindre mesure, ce qui me fait me sentir vivre, tu vois, c'est chaque jour de construire mon truc, de faire mes trucs, mais pour moi, d'être libre, d'avoir mon emploi du temps, de créer des choses, de partir de zéro, de ressentir le sentiment d'accomplissement en réalisant des choses, penser à une idée et réaliser cette idée. C'est ce qui me booste chaque jour. Et certaines personnes, c'est d'autres disciplines, c'est d'autres choses, tu vois. Donc, je les comprends. Mais malheureusement, ou heureusement, même ça dépend, parce que certains sont dopés justement au danger. C'est justement ça, ce sentiment de danger qu'ils aiment. Certaines disciplines sont dangereuses. Moi, de mon côté, tu vois, rester assis comme ça et te faire un petit live, ça va. C'est pas très périlleux. Enregistrer une vidéo dehors dans la rue avec une leçon que j'aurais apprise, ça va. C'est pas très périlleux. Mais d'autres, c'est du saut en parachute. Je viens de le voir à l'instant. Pour d'autres, ça va être escalader des monts et j'en passe. Et puis pour certains, c'est cette histoire. Découvrons-la maintenant. En toute sécurité, les récompenses valent la misère et les risques. Naughty Potty réouvre finalement à partir de mai 2009 avec des restrictions administratives pour les visiteurs. Pour les deux frères, l'aventure est plus forte que tout. Ils entraînent donc un groupe de 11 explorateurs, dont certains sont des enfants, dans la grotte. Ils décident de se séparer du groupe principal pour tenter d'aller explorer des endroits les plus reculés et les plus étroits. Ah, ils cherchent la merde. Josh déclarera: Le groupe s'est scindé en 2 groupes avec de nombreux enfants et certains adultes restant dans la zone moins dangereuse. Ah, Josh Jones. Ok, d'accord. Donc, ok. Attendez. Il y a Josh et John, c'est ça? Ok, frère. Ok, d'accord. Ok. Du Grand Toboggan, tandis que d'autres sont partis à la recherche d'une aventure dans les parties les plus avancées de la grotte. Josh, qui était resté avec le groupe au début, a raconté que son frère voulait plus d'aventure. Ils se sont donc enfoncés dans les veines les plus profondes. Josh dispose d'une carte de la grotte et la confie à John qui part s'aventurer en premier. John s'est-il trompé de chemin ou a-t-il volontairement choisi de se diriger vers le piège qui va se refermer sur lui? Il va commettre en tout cas une très grave erreur à ce moment-là. Il va foncer tête en avant dans le boyau nommé Bob's Push. Évitez de vous forcer dans des endroits petits ou étroits où la sortie peut être très difficile, où vos coéquipiers seraient incapables de vous joindre pour vous aider. Envisagez d'entrer dans une section étroite de passage les pieds en premier, surtout en descente, car il sera plus facile de revenir si vous ne continuez pas. Le boyau mesure environ 18 pouces de large sur 10 pouces de haut. En centimètres, cela donne 45 cm de large pour 25 cm de haut. Je vous laisse imaginer l'étroitesse du passage, pas bien large pour passer son corps entier. Et John devra réaliser une action avec son corps pour pouvoir passer. Mais le pire, accrochez-vous, c'est que le boyau non seulement est étroit, mais il est aussi incliné vers le bas avec une pente d'au moins 70%. 90, 45, 70%. Damn. Le calvaire de John ne fait que commencer. Environ 1 heure après le début de l'expédition, John part seul découvrir le fameux passage connu sous le nom de Birth Canal, faisant référence à un véritable accouchement tant le passage est difficile, même pour des spéléologues avertis. La carte que Josh, son frère, lui a donnée, lui donne les indications pour y accéder. John s'engouffre donc en toute confiance dans le boyau, la tête la première. Il passe dans des endroits si étroits qu'il doit faire de très gros efforts avec ses hanches, son ventre et ses doigts pour avancer. Il plonge dans le dernier boyau et... Non mais eux par contre, c'est des fous. Eux c'est vraiment des fous. Eux c'est vraiment des fous. C'est vraiment des fous. Il faut pas être claustrophobe. C'est vraiment... Moi, j'avoue que je pourrais, je pense. Ouais, je pourrais. En vrai, ça va, je pourrais. Ça va. Ça va, je suis pas claustrophobe ou quoi. Donc en vrai, je pourrais, je pense. Pour pouvoir... Mais je le ferai pas quand même. Je le ferai pas parce que ça me motive pas, tu vois. Mais certains, j'en suis sûr, c'est impossible. Certaines personnes, même l'ascenseur, déjà, c'est trop, tu vois, donc... Passé, il expire l'air de ses poumons pour réduire au maximum le volume de sa cage thoracique. Le boyau est en pente et il se laisse glisser, les poumons vides, mais avec toute l'excitation qui l'anime à ce moment. Pourtant, il se rend compte avec effroi quelques secondes plus tard que le passage n'est qu'un cul-de-sac. Oh!
Quand John reprend son souffle, le volume de sa poitrine augmente à nouveau et il se retrouve définitivement coincé, sous terre, sans pouvoir bouger. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment précis? J'ai personnellement eu du mal à préciser mon imaginaire de cet instant. John se retrouve donc totalement coincé, la tête en bas, réalisant rapidement qu'il ne pourra pas s'en sortir seul. Il appelle donc son frère qui vient à son secours quelques minutes après. Avec l'intervention de Josh, le drame va prendre une tournure encore plus dramatique. John se trouve à 46 mètres sous terre. Son frère Josh arrive sur les lieux pour lui porter secours. Il se trouve lui aussi dans une position délicate, car la veine est très étroite pour accéder à son frère. Tous les mouvements sont compliqués à réaliser. Pourtant, il va essayer de le tirer en arrière en agrippant les pieds de John. Cette tentative va être catastrophique, car Josh ne va pas réussir à le tirer suffisamment et quand il le relâche, John s'enfonce encore plus profondément dans le boyau avec les bras qui viennent se positionner sous son corps. Ne pouvant rien faire, Josh décide d'aller chercher de l'aide. Les premiers secouristes arrivent 3 heures après. La première secouriste constate la situation avec beaucoup d'inquiétude. Quand elle ressort de la grotte, elle fait son rapport à l'équipe et un des experts en traumatologie alerte sur l'urgence absolue de sauver John. Il ne lui donne que quelques heures de survie. Un corps est conçu pour faire remonter l'afflux sanguin du bas vers le haut, mais pas l'inverse. La façon dont il était coincé causait des problèmes de circulation sanguine importantes. Et dans sa position, on peut facilement imaginer qu'il a dû commencer à souffrir de migraines, d'organes qui en compressent d'autres et d'asphyxie. Les secouristes vont alors tenter de positionner une corde avec des poulies pour tenter d'extraire John de son piège. Mais là encore, 2 gros problèmes surviennent. Le premier est que la roche de la grotte est très friable, les piquets ne tiennent pas. D'autre part, John s'est retourné au moment de descendre dans le boyau et ses jambes sont si mal positionnées qu'elles briseraient au moment de tirer, pouvant entraîner une hémorragie fatale. Les heures défilent et les tentatives sont vaines. John commence à perdre souvent connaissance. On lui administre des calmants sous forme de piqûres dans les pieds, mais à plusieurs reprises, le corps de John est pris de crises d'angoisse et se met à convulser. Il s'éteindra 28 heures après s'être retrouvé coincé dans le boyau. La grotte sera sa dernière demeure. Les responsables de la grotte annoncent quelques jours après le drame que la grotte sera définitivement fermée et scellée et que les secouristes ne tenteront plus de retirer le corps. À l'heure actuelle, il est encore dans la grotte. John, 26 ans, laisse derrière lui une femme enceinte, Emily, et un jeune enfant. Au lieu de fleurs, la famille a demandé que des contributions soient versées au fonds commémoratif de la fondation Emily Jones. When people see this film, I hope they come away with 2 things. 1, a commitment to love better. And 2, faith that God has a plan for their lives. Putain. Les conditions, franchement, dans ce genre de moment, je me dis simplement, est-ce qu'il valait pas mieux le tuer? 28 heures, peut-être qu'ils ont tenté jusqu'à la fin de le sauver, je pense. Mais il y a bien un moment où ils ont compris que c'était fini. Dans ces moments-là, est-ce qu'il vaudrait pas mieux tuer la personne? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je deviendrais fou là-dedans. Tu sais, je pense surtout que tu commences à plus tourner rond, mon ami. En fait, le problème, c'est que tu es compressé. Tu peux même pas trop t'agiter. Ça doit être une mort horrible. Ça doit être une mort horrible. Horrible, 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 horrible. Et personne ne peut rien faire pour toi. Personne ne peut rien faire pour toi. Écoutez, il est mort en exerçant sa passion. C'est le moins qu'on puisse dire.